que celui qui n'a jamais lancé un « C'est quoi, on devrait trop ouvrir un bar à vin ?» après quelques verres nous jette la première bière. Pour être tout à fait honnête, c'est un projet un peu fou dont on parle régulièrement entre deux podcasts. Pas besoin d'être éméché pour imaginer notre bar à vin idéal, qu'on a déjà secrètement appelé Passion Pinard, et dont le slogan serait « Liberté, égalité, durabilité ». Toi, t'enquêterais sur les meilleures bouteilles, et moi, je sortirais les tartines les plus barrées du royaume. Bon, par contre, faut avouer qu'on sait toujours pas si c'est une envie qui vient vraiment de nos tripes ou si on est juste influencé par l'éloge des changements de carrière ultra radicaux. Mais une chose est sûre, c'est que l'alimentation est une filière de reconvertis. Même si c'est un phénomène qui touche tous les secteurs manuels, l'artisanat de bouche est particulièrement prisé. Derrière leurs projets, les reconvertis veulent retrouver plus de partage, d'échanges et de terroir dans leur métier. Concrètement, en 2014, l'Agence pour le commerce bruxellois Atrium a accompagné en moyenne un candidat commerçant par semaine. Elle estime aussi que si le nombre d'étudiants en chocolaterie augmente de la même façon que sur les 10 dernières années, en 2070, tous les Bruxellois seront chocolatiers. Futur chocolatier ou non, vous écoutez Salade Tout, le podcast qui cuisine le monde de la bouffe et notre société. Art de la table, secret des fourneaux, sociologie du bistrot, on vous propose de tailler un bout de gras sur ce qui se trouve dans votre assiette et tout autour. Je suis Elisabeth de Bourse et je suis Axel Mine. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, parler la bouche pleine est une excellente habitude. Alors, avant de me reconvertir, j'étais contrôleuse de gestion et analyste financière dans des multinationales. Je me rappelle du jour où je me suis dit que j'allais arrêter mon travail, puisque moi, j'ai fait un burn-out. Et donc, ce jour-là, c'est le jour où j'ai rangé mon bureau et que je me suis dit que je revenais pas le lendemain et que mon médecin m'arrêtait médicalement. Parce que j'avais juste envie de balancer mon ordinateur dans l'open space. Donc, c'était pas très productif. Moi, j'ai mis 6 mois à juste sortir la tête de l'eau, déjà, à se dire que j'avais une valeur travail et que j'étais pas nulle, comme je me sentais un peu à la fin. Et j'ai commencé à réfléchir à ce qui me ferait plaisir. Et je me suis dit, un café où je sers des cookies toute la journée et où les gens sont contents, ça m'irait très bien, en fait, où il y ait plus de négatif et que ce soit facile et qu'on apporte quelque chose aux gens. Et puis, comme j'ai quand même derrière de l'ambition et un petit côté carriériste, on va dire, j'ai essayé de réfléchir à un projet durable qui ait du sens et à devenir moi-même acteur d'une économie qui me ressemble. La voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Aubane. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était au Local, son restaurant zéro déchet qu'elle a ouvert depuis quelques mois à Bruxelles avec Laura, une sacrée cuisinière. Elle portait 3 assiettes sur un bras, 2 sur l'autre, et je l'ai directement vue comme une fonceuse, une ambitieuse. Jusqu'à ce que j'apprenne que, comme 32% des Belges, elle avait été victime d'un stress lié au travail. Ce chiffre, c'est une étude européenne qui le donne. Pour elle, ça s'était fini en burn-out parce qu'aujourd'hui, avoir un travail, ça veut pas forcément dire qu'on va le garder et que bien souvent, le quotidien professionnel ressemble à un combat. Et ce, même quand on a du mal à expliquer en quoi exactement consiste ce travail, pas si exaltant en plus. Je sais pas comment c'est chez toi, Axel, mais dans ma famille d'ouvriers immigrés, on a poussé les enfants à faire des études pour avoir un bon boulot. Ces dernières années pourtant, selon Matthew Crawford, ces fameux emplois intellectuels se sont appauvris. Alors Matthew Crawford, c'est un philosophe américain qui a ouvert son propre garage et qui écrit le best-seller « L'éloge du carburateur ». Alors selon lui, plutôt que de devenir des ouvriers du savoir après avoir été à l'université, les étudiants américains feraient bien d'apprendre directement un métier. Ça serait bien plus intéressant et in fine stimulant intellectuellement que de remplir des cases Excel pour une entreprise qui est finalement bien peu intéressée par ce qu'ils savent. Dans les faits aujourd'hui, ça se traduit comme ça. À l'EFP qui donne des formations spécialisées dans les métiers alimentaires, on remarque que 60% des étudiants ont entre 20 et 40 ans, soit l'âge pour avoir déjà eu une première vie professionnelle. Et comme on peut le lire dans le livre La révolte des premiers de la classe, pour beaucoup de ces personnes qui ont décidé de se reconvertir, produire son propre fromage par exemple, ça a quelque chose d'ouvrez les guillemets, magique, passionnant et sain, en comparaison avec leur métier actuel ou passé. Et c'est pas mon amie Elisabeth qui veut lancer son petit restaurant de spécialité grecque qui vous dira le contraire. Avant d'envisager de changer de métier, j'ai travaillé et je travaille toujours pour le moment dans le milieu associatif. En fait, au fur et à mesure, j'ai vu mes collègues faire des burn-out les unes après les autres, on va dire un peu en mode domino, quoi. Et là, je me suis dit, c'est pas normal d'avoir des personnes qui ont autant d'énergie à investir, qui au final s'épuisent et se consument sur place. Est-ce qu'en final, ce serait pas plus simple d'investir toute cette énergie dans un projet que je mènerai moi de bout en bout, plutôt que de toujours dépendre de quelqu'un, d'attendre l'aval de personnes qui au final n'étaient pas même connectées avec ce que je faisais dans mon travail.
En fait, pourquoi aussi maintenant j'aimerais être à mon compte ? Parce que je suis devenue maman il y a 6 mois maintenant. Et ça manque de souplesse, en fait. Par exemple, le télétravail, on me le refuse. Mais en fait, pour moi, maintenant, c'est devenu une nécessité. C'est pas un luxe. Et du coup, le fait d'être indépendant, oui, ça demande beaucoup de travail, mais en fait, ça permet aussi un aménagement de son temps de travail par rapport à sa vie privée. Toutes ces personnes qui ne rentrent pas dans le profil type de comment le travail devrait être organisé, en fait, elles essayent à côté de créer leur propre boulot à leur image. Et je pense que c'est ça aussi, moi, ce que j'imagine quand je me dis que je vais ouvrir mon commerce, c'est que, oui, au début, je vais bosser dur, mais après, ce que j'essayerai de faire au maximum, c'est de pouvoir aménager mon temps de travail pour pouvoir avoir du temps pour mon fils. Chez les reconvertis, il n'y a pas que des profils qui veulent plus de flexibilité. La plupart d'entre eux veulent se tourner vers des métiers manuels, comme cuisinier ou maraîcher, avec la volonté de pouvoir toucher les choses, être en contact avec la matière. Pour Jean-Laurent Casselli, c'est celui qui a écrit le livre « La révolte des premiers de la classe », ces reconvertis veulent voir, sentir et palper en quoi ils sont réellement utiles à la société. On pourrait penser que c'est une tendance très moderne, mais ce même monsieur Casselli explique que ce phénomène existait déjà dans les années 60. Les urbains quittaient une ville trop aliénante pour retrouver une vie plus enrichissante à la campagne. Parmi ces personnes qui sont retournées à la terre assez récemment, il y a Caroline. Arrivée à la quarantaine, elle a fait un virage à 180 degrés et a convaincu le propriétaire d'une pépinière à la Hulpe de transformer ses bacs à fleurs en micro-fermes expérimentales basées sur le principe de la permaculture. En 2019, on pourra même venir y manger. Donc avant ma reconversion, j'étais d'abord entrepreneuse, basée dans le métier du marketing et de la communication. J'ai monté ma société il y a une dizaine d'années en Belgique. Avant ça, je travaillais pour des grands groupes en marketing et communication. Ce qui a vraiment été le déclencheur, c'est l'urgence écologique. On ne peut pas ne pas être au courant de ce qui se passe. Ce qui m'a vraiment aussi, c'est le fait d'avoir un enfant. La question qui m'a dit « Ok, c'est maintenant que je dois le faire », c'est un jour, il m'a demandé ce que je faisais comme métier. Et j'ai pas été capable de lui expliquer ce qu'était le marketing, par exemple. Et puis, il y a eu rupture avec le père de mon fils, situation de crise pour moi, et moment où on se dit « qu'est-ce que je fais de ma vie ?» J'étais pas dans un rêve du tout, j'étais dans une position où je me suis dit, soit je décide de participer à améliorer ou en tout cas à moins détériorer notre environnement et notre condition de vie, soit franchement ça m'intéresse pas de participer à la construction de cette société. Et je me suis dit, j'ai pas le choix. Pour Caroline, donc, changer de métier, c'était une question d'urgence, une double urgence, écologique autant que personnelle. Et pour y répondre, elle est retournée à la Terre. C'est une démarche autant rêvée que fantasmée par beaucoup. Un peu comme les sœurs Goffard, comme on les appelle à Liège, Géraldine et Sophie. Sauf que dans la Terre, il y avait des insectes et qu'elles ont décidé d'en faire des pâtes alimentaires. Je pense que ce qui nous a titillé, c'était l'envie de créer, de faire quelque chose avec nos mains, d'être reconnecté avec de la matière et d'avoir un quotidien hyper varié. Et donc, c'était l'envie d'être déconnecté de tous nos ordinateurs, de tous nos téléphones, d'être greffé à un bureau pendant toute la journée. Géraldine, Sophie, Caroline et Elisabeth sont toutes différentes. Elles ont ni les mêmes envies de boulot, ni les mêmes attentes, les mêmes caractères ou les mêmes démarches. Et pourtant, elles ont toutes à la bouche ce même mot, sens, encore et toujours. Et elles ne sont pas les seules. Jean-Laurent Casselli, dans son livre « La révolte des premiers de la classe », estime que d'ici 2020, elle pourrait faire partie d'un nouveau groupe social à part entière qui modifiera en profondeur le profil de l'artisan type tel qu'on le voit aujourd'hui. 2020 ? Parfait, c'est juste le temps qu'il nous faut pour nous transformer en super cavistes. Au fait, quelqu'un l'a retrouvé cette recette pour transformer l'eau en vin ? Pour nous deux, Axel, toi et moi, ces parcours, ils ont encore l'air extra-ordinaires. C'est-à-dire qu'ils sont un peu fous, ils sont atypiques, curieux. Mais pour Nicolas Deon et Roldan Descamps, c'est le quotidien. Le premier, il travaille chez Atrium, l'agence du commerce bruxellois, et le second pour Crédal, en tant qu'accompagnateur de projets en alimentation durable. Devant leur bureau, ils voient défiler des néo-boulangers, des apprentis tisaniers, des maraîchers rêveurs, mais surtout des personnes en quête de sens dans leur travail. Les gens que je rencontre et qui sont en reconversion sont en quête de valeurs, de transmission de valeurs,
On sent qu'il y a aussi très souvent une notion passion, une envie de qualité de vie. En général, on retrouve une recherche de sens plus importante chez les personnes qui se reconvertissent. Et je pense que ça vient du fait que on prend des choix de vie assez tôt, finalement, dans notre vie. Donc, que ce soit en faisant des études ou en choisissant un métier, on est assez vite amené à devoir prendre une voie. Puis, à un moment donné, on se rend compte que cette voie colle plus forcément, soit à ses envies, soit à ses passions. Et donc, je pense effectivement, quand on se reconvertit, on cherche du sens, on cherche à se retrouver ou à se reconnecter à quelque chose qu'on a plus envie de faire que la voie qu'on a prise précédemment. Je pense que le secteur de l'alimentation est particulièrement intéressant pour les gens en reconversion. D'abord parce que la bouffe, ça parle à tout le monde mange, tout le monde aime manger. Ensuite, vraiment pour les gens qui cherchent du sens, c'est un vrai facteur d'impact. Donc modifier l'alimentation, c'est je crois la 2e ou 3e possibilité principale de l'humanité de réduire son impact écologique. Toute l'idée de mon projet aussi vient d'une multitude d'expériences que j'ai accumulées. J'ai voyagé, j'ai vu comment ça se passait ailleurs, dans d'autres villes, etc. Où en fait, il y a des personnes qui sont plus dans cet état d'esprit un peu entrepreneur, un peu start-up, etc., mais qui au final ont une éthique. Et moi, c'est quelque chose qui m'échappait complètement auparavant, parce que pour moi, à partir du moment où tu te mettais dans cette idée de profit, recherche de profit, etc., tu pouvais être que dans le mauvais, dans le faux. Et pourtant, comme Elisabeth aujourd'hui, les reconvertis voient leur transition comme une opportunité d'allier activité commerciale et militantisme. Une nouvelle manière de donner du sens à sa vie, tout en travaillant et en créant un capital économique. Pour la théorie, la journaliste américaine Elizabeth Nolan Brown a appelé cette tendance le capitalisme hipster. Nous, on préfère parler de militantisme commercial. Le militantisme commercial, c'est un peu ces nouvelles entreprises qui introduisent vraiment des valeurs dans leur activité. Alors à pas confondre avec toutes ces entreprises qui utilisent les valeurs comme élément marketing. Plutôt vraiment construire la fondation d'une entreprise sur des valeurs sociales, environnementales. Et dans le cadre de l'alimentation, c'est assez courant dans les nouveaux projets qui se lancent d'avoir des gens qui viennent d'abord avec des valeurs et ensuite sur lesquelles on va construire un projet commercial, je vais dire, plutôt que de le faire dans l'autre sens. Les militants de la bouche ont parfois une tendance tellement perfectionniste sur le cœur de leur sujet, donc la nourriture, ses fournisseurs, ses producteurs, ses déchets, qu'il faut parfois un petit peu les recadrer et leur dire « Attention, c'est formidable, ce que vous faites, ça a l'air délicieux, c'est superbe, mais ne soyez pas plus catholique que le pape ». Je veux dire par là que parfois, leur excès de militantisme, leur excès de valeur peut parfois nuire à leur propre projet. Tu crois que c'est too much si on décide de livrer en Cuistax ? Non mais c'est vrai, quand y pense, il n'y a pas plus local et plus conscient comme moyen de transport. Je sais pas. Mais je t'ai déjà parlé de ma mère. Ma mère, elle n'est pas forcément militante avec des concepts, des slogans, des bannières. Mais si je devais lui dire demain que je voulais devenir caviste guerrière, mettons, je crois qu'elle me sortirait son vieux credo, celui que j'ai pas toujours compris tellement je voulais réussir. C'est « fais ce que tu veux du moment que t'es heureuse ». En tout cas, à 30 ou à 50 ans, ça doit faire du bien quand on décide finalement de lancer son restaurant, d'avoir l'appui des autres, confiant et franchement un peu inconscient. Quand j'ai décidé de changer d'orientation, ma famille m'a soutenue parce qu'ils ont surtout vu le malade du burn-out et ils savaient aussi que j'étais quelqu'un qui travaillait énormément et qui était ambitieuse et carriériste. Donc quand j'ai dit que ça n'allait pas, ils se sont bien dit que c'était pas la comédie. Et quand j'ai commencé à parler de reconversion et de travailler avec du sens, ils m'ont soutenue parce qu'ils avaient surtout envie que je trouve un travail qui me convenait. L'idée, c'est que moi, j'ai repris mes études. J'ai passé beaucoup de temps en formation. J'ai travaillé à côté pour pouvoir subvenir à mes besoins, mais officiellement, j'avais plus de statut social dans la société. Le fait de plus avoir de statut social, il y a ma famille, par exemple, elle n'a pas compris, alors que j'avais quelque chose de plus confortable, etc. Donc, j'ai pas forcément été encouragée par ma famille. Mes amis, oui, en se disant, ok, est-ce que c'est pas une lubie, est-ce que vraiment tu vas en faire quelque chose, etc. Donc les gens se sont dit, c'est pas possible en fait, de changer radicalement de métier. Il y a un truc assez flagrant, c'est que les reconvertis sont bien conscients qu'il faut quasi tout recommencer de zéro. Ça veut dire faire des formations, bouffer des piles de bouquins sur le sujet qui va les faire vivre, rencontrer des tonnes de gens et se ruer dans les couveuses d'entreprises.
Tous les reconvertis ont beau être passés par la case formation, ils sont aussi d'accord pour dire que leur job précédent leur a permis de développer des compétences super importantes pour le développement d'un business. Spoiler, la plupart d'entre eux affichent plusieurs années de marketing au compteur. D'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, mais quand on a découvert le site du projet maraîcher de Caroline, Terre d'ici, on était un peu sur le cul. Le site internet d'une ferme, en général, c'est vert et ça comprend au moins une allusion graphique à une vache. Et c'est normal. Fermier et graphiste, a priori, c'est des métiers différents. Ici, c'était flagrant que derrière, il y avait quelqu'un qui menait un peu une double vie. Et si la plupart du temps, avoir une double vie, c'est pas forcément super positif, dans le cas de Caroline, ses valeurs tiraient enfin profit de ses compétences en communication. Est-ce que c'est le moment où je te parle de mes 3 tableaux Pinterest avec toute l'identité visuelle de notre bar à vin ? Tu me croiras peut-être pas, mais ça fait 6 mois que toutes les nuits, je rêve de comment il faut qu'on parle à nos clients sur les réseaux sociaux. C'est en fait super caractéristique des business de reconvertis. Le marketing et la communication font partie du projet. Un exemple concret. Aujourd'hui, dans toute microbrasserie qui se respecte, les cuves chromées, les tuyauteries et même les rigoles d'évacuation pas hyper jolies a priori, sont apparentes. Si elles sont vraiment utiles, elles font aussi partie de la mise en scène de l'histoire racontée par ces entrepreneurs. Ici, on fabrique quelque chose et on en est fier. C'est la même chose dans nos magasins bio, recouverts du sol au plafond de cagettes en bois et de caisses de vin. Avant, c'était pratique. Aujourd'hui, c'est aussi esthétique et symbolique parce que ça représente un retour à l'artisanat pour des personnes qui en étaient complètement déconnectées. D'ailleurs, dans un restaurant de boulettes comme dans un magasin de vrac, on vend aujourd'hui aussi une expérience. Quitte à appeler sa boulangerie un bar à pain. Et c'est normal, tout le monde aime les belles histoires, surtout quand elles ont l'air de finir bien, d'un bullshit job à un métier passion. Par contre, on oublie parfois aussi de montrer le revers de la médaille. Parce que se reconvertir, c'est pas de la tarte. Il y en a même qui se plantent, qui se mangent un mur. Il y a des centaines de raisons qui poussent les reconvertis à arrêter. Comme Noémie, qui avait son propre food truck de yaourt glacé. Aujourd'hui, elle pose un regard super honnête et réaliste sur la fin de son business. Elle sait exactement pourquoi ça a capoté. Je m'étais pas vraiment préparée à l'échec parce que simplement, j'avais pas de vision à long terme en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un de super impulsif. Si j'aime bien quelque chose, je le fais. Si j'ai envie de quelque chose, je le fais. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Mais au moment où ça allait pas, fatalement, il fallait retourner sa veste et il fallait être vachement flexible. Et c'est ce que je suis et c'est ce que je cherchais, en fait. Et quand je dis être libre, c'est vraiment avoir cette flexibilité de faire OK, j'ai pas envie de sortir aujourd'hui, en fait, je m'en fous, j'y vais pas, quoi. J'ai envie d'aller à la piscine, je vais à la piscine. C'est ce que j'avais envie, moi. Enfin, c'est un peu con, mais... Donc cette flexibilité, finalement, m'a, entre guillemets, épuisée. Parce qu'il fallait tout le temps être flexible. Il y a toujours quelque chose qui arrive, en fait. Et à un moment, ça m'a juste crevé, quoi. En fait, il fallait être flexible, gagner 400 € en hiver et 1 200 € en été. Quand t'as 25 ans, c'est jouable. Quand on a 30, voilà. Ouais, je me demandais justement, à quel moment mes bonnes recommandations de vin et tes tartines, aussi durables soient-elles, ça se traduira en euros sur notre compte en banque. Même si c'est toujours un peu tabou d'ouvrir son portefeuille, mais pour une fois, parlons bien, parlons gain. On a décidé, d'un commun accord, de s'accorder une rémunération qui est l'équivalent d'une allocation de chômage. Et ça fait 3 ans. J'ai eu des moments dans ma vie où j'ai très très bien gagné ma vie, dans des grands groupes où je pouvais gagner jusqu'à 8 000 nets peut-être par mois. Et maintenant, j'ai un salaire qui me permet de payer, si tu veux, ce que je consomme, qui est 4 fois moins que ce que j'ai pu gagner avant. La réalité, c'est que là, j'ai un entrepreneur derrière et qui a les moyens de me payer, d'accord ? Mais la vraie réalité, c'est pas ça. Si je voulais le faire toute seule, je pourrais pas me payer. Alors, avant, dans mon ancien métier, je gagnais 3 000 € net par mois en Belgique. Et en étant entrepreneur, aujourd'hui, nous, on arrive à se payer 1 300 € net par mois, ce qui est très bien. Franchement, le seul truc, c'est le rapport salaire-horaire, quoi. 1 300 € net pour 70-80 heures semaine, c'est un peu chaud. Mais dans les yeux des gens, pour les gens, c'est waouh, tu vois, tous les feux sont ouverts. On parle de vous partout, ça traverse même les frontières. Vous avez tous les prix qu'un restaurant peut avoir. Ça doit être trop bien. Et en fait, nous, on s'est sûrement mal organisé. Et donc, d'un point de vue personnel, moi, je le ressens pas comme trop bien. Et moi, je tire aucune satisfaction de ce qui se passe, en fait. Comment j'imaginais mon quotidien à l'époque ? En fait, j'avais pas de vision. Je voyais le projet, mais je voyais pas mon day-to-day. Moi, dans ma tête, si je devais imaginer quelque chose, c'était une globalité. C'est-à-dire, je fais tourner un restaurant, mais j'avais pas en tête comment était une journée de 8h à minuit. Et aujourd'hui,
Le day-to-day est très difficile. Et certains m'ont dit, mais attends, t'as quitté un boulot où t'avais pas de vie, et en fait là, tu as un boulot où t'as toujours pas de vie. Et donc ça, c'est un peu bizarre. Les problèmes principaux que les gens rencontrent en reconversion, c'est déjà c'est un sacré changement. On se dit on va changer de vie professionnellement, c'est quelque chose d'énorme. Donc je crois que la première difficulté, c'est la confiance dans son choix, c'est le doute qu'on peut avoir par rapport à ça. On doit se structurer tous les jours, on doit monter le projet, on doit s'organiser, on doit se donner des coups de pied au cul en permanence pour avancer. Alors pour moi, sans vouloir faire de la psychologie bateau, la première question à se poser, c'est de savoir est-ce que vous n'êtes pas en train de fuir quelque chose avant de se pencher vraiment sur la réalisation du projet. Je me suis déjà retrouvé dans des situations très touchantes avec, j'ai le souvenir d'une dame qui a pleuré à chaudes larmes devant moi parce que finalement elle était très très mal dans son métier et je lui ai conseillé avec mon petit savoir là-dessus, lui ai dit travaillez d'abord sur votre bien-être et puis on verra si vraiment ça vaut la peine de recommencer quelque chose pour ne pas retomber dans de nouveau des stress et des angoisses. Les questions à se poser quand on envisage une reconversion, je crois que c'est tout d'abord se projeter. Est-ce qu'on se voit au jour le jour ? Quelles vont être les tâches au jour le jour ? Au jour le jour, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ? Après ça, dans un deuxième temps, est-ce que sa situation actuelle, je veux dire financière, familiale, est propice à cette reconversion ? Je repense à cette histoire de bar à vin, là. T'es vraiment sûr que t'as envie de te retrouver avec moi 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ? Puis dans l'autre sens, est-ce qu'on va pas se lasser à force de verser du pinard sans sulfite dans les verres de nos clients ? Est-ce qu'il y aura vraiment quelqu'un pour manger ma tapenade d'olive importée à vélo ou bien est-ce que c'est que mon délire à moi ? Est-ce qu'on a vraiment pensé à tout ? Et en même temps, Axel, si on se foire pour cette histoire de bar à vin, est-ce qu'on aura tout perdu ? De la sueur, ça c'est sûr. De l'argent, c'est pas négligeable et un peu d'amour-propre. Mais l'espace de quelques mois, on aura eu notre bar à vin. On aurait été au bout d'un projet qui nous donnait envie de nous lever le matin. Comme ce podcast, en fait. Quand on a suivi l'accélérateur de start-up, je me souviens qu'on a eu une séance comme ça où on nous disait que c'est pas parce qu'on lance un business que ça va marcher. Par contre, on n'est pas du tout préparé au fait que c'est pas grave. Ce mot échec a une connotation chez nous en Europe qui est très lourde à porter. En fait, c'est une gommette rouge, quoi. Au lieu d'avoir une belle gommette verte, on devrait tous les entrepreneurs qui ont dû arrêter leur activité parce que le marché n'était pas prêt, parce que des problèmes de trésorerie, parce que peut-être pas une équipe assez complète, on devrait leur donner une gommette verte en disant « Waouh, c'est génial, vous avez quand même réussi à faire tout ce que vous avez fait et en fait, aujourd'hui, vous allez juste rebondir. » Je pense que la notion de carrière, faut l'oublier. Enfin, moi, je l'ai oubliée depuis longtemps. J'ai été éduquée pourtant de façon très classique avec le succès vient par la position dans une société, le niveau de responsabilité, le niveau de salaire et tout ce qui va avec. Pour moi, c'est complètement bullshit. Maintenant, c'est plus du tout d'actualité. Je veux dire, moi, je vais te parler plus d'un mode de vie. Je vais travailler, je travaille, je sais pas moi, peut-être 5 fois plus que ce que je travaillais avant. Mais pour moi, c'est pas une notion de travail, c'est une notion d'enrichissement. Je pense que j'ai jamais été aussi en phase avec ce que je fais et comment je le fais, ouais. Après, je me pose plein de questions, il y a plein de doutes, c'est ce que je te dis, il y a plein de choses difficiles à gérer. Tous les jours, j'échoue, bien sûr. J'ai des grands échecs, j'ai des grands succès, j'ai des petits échecs, des petits succès, mais heureusement, sinon, j'apprendrai rien. Vous venez d'écouter Salade Tout, le podcast belge et vorace qui vous fait faire le tour de votre assiette. Si vous avez aimé ce que vous avez goûté, n'hésitez pas à noter, liker et partager cet épisode, et puis tous les autres aussi. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux à Salade Tout Podcast et racontez-nous si vous aussi, vous êtes passé de compta à barista, de Photoshop à l'échoppe ou du bureau à l'enclos. Ce podcast est une coproduction de la RTBF et du Centre du cinéma et de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il a été cuisiné par Elisabeth Debourse et Axel Mine. Avec nous dans la brigade, Simon Lens au son et Paul Maric au générique.